Monsieur le ministre, si vous voulez bien prendre la parole. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure générale, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, nous aurons aujourd'hui au Sénat une nouvelle étape du processus budgétaire. C'est désormais à la Chambre haute d'examiner ou d'entamer en séance publique l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. La copie qui vous parvient est celle qui a été amendée par l'Assemblée nationale. Le budget de la sécurité sociale y a été discuté par les députés qui ont exprimé des désaccords, mais aussi des convergences, comme lorsqu'ils ont voté pour la partie recettes du PLFSS, ce qui a permis de poursuivre les débats sur la partie dépenses. Cela fait maintenant plusieurs semaines que je suis au banc, au Parlement, et j'ai pu mesurer la capacité des parlementaires à approuver, mais aussi refuser, modifier, proposer et voter ce qui fera la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année prochaine. Et je suis convaincu que nous allons poursuivre dans cette voie ici au Sénat. Avant d'entrer dans le détail de la copie qui vous est proposée, je voudrais commencer par une prise de conscience simple. Dans cette version du texte qui vous arrive ici au Sénat, il nous manque des économies. Les chiffres, vous les connaissez. Nous pensons accoster à cette année un déficit de 23 milliards d'euros. Notre copie initiale, côté gouvernement, visait un déficit réduit à 17,5 milliards d'euros. C'était encore beaucoup, mais enfin, la trajectoire allait dans le bon sens. En l'état, une approche un peu globale ferait calculer, évaluer ce déficit à 24 milliards d'euros. Donc on serait parti sur un déficit qui serait même supérieur à celui de cette année. Et si rien n'est fait en l'absence de budget, par exemple, le fil de l'eau pourrait lui-même nous conduire, à un déficit de 29 milliards d'euros. Avec un tel niveau de déficit, on le sent bien, c'est toute la pérennité du système social qui a été évoquée par ma collègue Stéphanie Ries qui serait remise en question de façon critique. Alors ma mission avec les membres du gouvernement qui sont avec moi aujourd'hui, et moi plus particulièrement en tant que ministre du Travail et des Solidarités, c'est de veiller à la trajectoire de redressement des comptes de la sécurité sociale. Et vous comprendrez qu'il y a un petit peu de préoccupation au moment où je vous parle. Alors maintenant, si on en vient au contenu du texte. Côté recettes, le gouvernement proposait de revoir certaines niches sociales d'exemption de cotisation sur des éléments de rémunération de fait qui se substituent à du salaire. L'Assemblée nationale a voté contre ces propositions, mais en revanche a soutenu l'augmentation de la contribution patronale sur les ruptures conventionnelles et les mises à la retraite. Les députés aussi, ce n'était pas prévu dans notre version à nous, mais bon, voilà, les députés ont adopté un amendement qui rehausse de 1,4 point la CSG sur les revenus du capital et du patrimoine. Hors mesure de transfert, c'est la seule mesure dans la copie remaniée qui améliore le solde de la sécurité sociale. L'Assemblée nationale a aussi rejeté la proposition du gouvernement de mettre fin à l'exonération des cotisations sociales sur les apprentis. Pour autant, l'objectif commun doit être préserver l'apprentissage, qui est un succès. Mais maintenant que nous sommes sortis de la phase de propulsion de cette politique publique, je pense qu'il n'est pas anormal d'être rigoureux sur l'équilibre budgétaire. Ce débat sur l'apprentissage se poursuivra dans le cadre de l'examen du PLF, donc je m'arrête là, à ce stade. Le texte contient également un certain nombre de mesures sur les retraites. Les premières mesures, positives, votées à l'unanimité par les députés, portent sur l'amélioration de la retraite des femmes. L'article 45 du PLFSS, en effet, propose de prendre en compte des trimestres de majoration de durée d'assurance dans les carrières longues, ce qui permettra à davantage de mères de partir en retraite anticipée. De la même manière, ça sera par voie réglementaire, mais ça a été évoqué à cette occasion, on pourra calculer la retraite des femmes sur les 23 ou 24 meilleures années en fonction du nombre d'enfants qu'elles ont eus. Plus de la moitié des femmes verront ainsi une amélioration du montant de leur pension. Souligner que ces propositions sont issues du dialogue social entre les partenaires sociaux, je m'en réjouis. Vous connaissez mon attachement au dialogue social entre les partenaires sociaux et ça montre que les partenaires sociaux sont capables de s'emparer des sujets difficiles comme celui des retraites et d'arriver à des convergences. Toujours dans une logique d'égalité femmes-hommes, mais aussi entre femmes, qu'elles travaillent dans le secteur public ou dans le secteur privé, sur un amendement du gouvernement, l'Assemblée nationale a voté en faveur de cet amendement qui permet d'améliorer aussi en miroir la retraite des femmes fonctionnaires. Alors il reste beaucoup à faire pour réduire les écarts de salaire et de pension entre les hommes et les femmes, mais globalement, ces propositions nous font avancer dans le bon sens et j'espère que le Sénat y sera également favorable.
Le deuxième point sur les retraites, c'est bien sûr un point plus délicat qui va faire parler de lui, j'en suis sûr, c'est la suspension de la réforme des retraites de 2023 qui a été votée, alors suspension jusqu'au 1er janvier 2028, qui a été votée par l'Assemblée nationale. Je connais la position largement majoritaire du Sénat sur ce sujet. Bon, vous savez que dans le contexte actuel, le gouvernement estime que c'est une mesure de stabilité du pays. Cette stabilité, elle est voulue par les Françaises, par les Français, mais aussi par les entreprises. Alors nous sommes nombreux à souhaiter que l'avenir du système de retraite soit éclairci. Cette suspension a aussi le côté positif de donner du temps utile pour le dialogue social, et j'ai relancé une conférence travail-retraite avec tous les partenaires sociaux qui doit nous permettre aussi peut-être d'accoster sur des sujets qui étaient presque mûrs, et peut-être espérer qu'on arrive à les faire converger. C'est aussi le temps du débat démocratique. Certains partis politiques s'emparent du sujet et commencent à faire des propositions sur les retraites. Troisième point, une majorité à l'Assemblée nationale s'est prononcée aussi, c'est un sujet important, contre le gel des pensions de retraite et des prestations sociales et contre le gel du barème de la CSG sur les revenus de remplacement. Vous savez qui détermine l'assujettissement à la CRCE, la CASA et à la cotisation d'assurance maladie sur les retraites complémentaires. Bon, le problème, c'est que cette proposition de gel représentait une économie substantielle de 3,6 milliards d'euros. Donc là aussi, les discussions doivent reprendre et j'espère que des solutions peut-être intermédiaires pourront apparaître dans le débat. J'ai d'ailleurs remarqué un certain nombre d'amendements sénatoriaux qui pourraient nous permettre d'avancer sur ce sujet-là. J'espère, on n'a pas eu le temps de le faire au Sénat, mais j'espère que à l'Assemblée nationale, j'espère qu'au Sénat, nous pourrons aller jusqu'à l'article 39, qui est un bon article sur la reconnaissance des maladies professionnelles. C'est un article important de simplification et de modernisation. Voilà, j'en dis pas davantage pour pas être trop long, mais notez aussi que le gouvernement, sur ces sujets-là, partage l'intention de la rapporteure Richer, visant à recentrer cette réforme sur les seuls dossiers pour lesquels des délais de prise en charge sont dépassés. Venant du monde de l'entreprise, je suis bien sûr très attentif à ces sujets de santé au travail et je pense que si nous pouvons progresser au Sénat sur ces sujets, ça sera une bonne chose pour tous les salariés de France dans nos entreprises. Là encore, les débats pourront s'engager et se poursuivre. Je sais la solidité et l'ancrage territorial qui caractérisent les travaux du Sénat et l'importance que vous accordez au maintien de nos comptes publics. Nous partageons en fait la même ambition de transmettre aux générations futures un système de protection sociale efficace et soutenable. Et pour cela, nous devons doter la sécurité sociale d'un budget 26 qui contribue à une trajectoire de redressement. Je crois que tout le monde a compris l'importance de cet enjeu. Dans l'intérêt des Françaises et des Français, il faudra donc que les deux chambres du Parlement, à un moment donné, fassent un pas l'un vers l'autre pour doter la sécurité sociale d'un budget solide qui aura été travaillé et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Comptez sur moi pour être un partenaire respectueux du travail parlementaire et notamment ici au Sénat. Nous serons à l'écoute et nous partagerons la rigueur exprimée, votre volonté de rigueur sur la gestion des comptes publics. Je vous remercie pour votre écoute.